heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal Le Vrai. À la présentation, Gisèle Nzeba, le titre. Matata Ponyo étranglé par sa correspondante du 10 février 2014 aux différents ministres sectoriels impliqués dans les dossiers Boukangalonzo. C'est pour la énième fois que le chef de l'État consacre la violation de ses décisions sur le respect de mesures liées à la Covid-19. Fin Ramadan à Kinshasa, des violences ont éclaté au stade de Martyrs où devrait se tenir la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Quelques fidèles se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Dans la deuxième partie de ce journal, vous suivrez l'honorable Mike Moukebaye. Les détails. Je l'ai annoncé au sommaire, Matata Ponyo étranglé par sa correspondance du 10 février 2014 aux différents ministres sectoriels impliqués dans les dossiers Boukangalonzo. Cette correspondance circulant dans les réseaux sociaux depuis 24 heures selon les observateurs avérés est une preuve que l'ex-premier ministre avait déjà conclu ses projets lui-même avec les consortiums Africom. Clairement, de gré à gré, sont passés par le Conseil de ministres ni d'appel d'offres en violation de toutes les lois du pays. Évoquant dans ses conférences de presse les différents ministres sectoriels inclus dans le projet Boukangalonzo, Matata Ponyo voulait se sauver malicieusement et incriminer de manière fallacieuse certains ministres de son gouvernement. Malheureusement pour l'homme à la cravate rouge, en administration, il est difficile d'effacer les traces. Sa correspondance du 10 février 2014 au ministre de l'Agriculture et Développement rural, celui de l'industrie, petites et moyennes entreprises, celui des portefeuilles et celui délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances lui trahit. On peut lire dans cette correspondance: Africom, un consortium sud-africain spécialisé dans l'agriculture des précisions et la gestion des parcs multidimensionnels, s'est proposé d'assister le gouvernement en qualité de gestionnaire du projet Boukangalonzo. Pour un projet de contrat de gestion ici en annexe a été élaboré et pour lequel j'attends vos avis et considérations d'ici mardi 11 février 2014, écrit l'ex-premier ministre Matata Ponyo à ses ministres sectoriels. Donc, que Matata Ponyo assume humblement ses responsabilités au lieu de s'attaquer de gauche à droite à l'IGF et à la justice qui ne font que leur travail. Et notre dossier s'ajoute sur Matata Ponyo à part Boukangalonzo. Les dossiers fibre optique, l'homme à la cravate rouge n'est pas épargné selon le communiqué de presse de ce jeudi 13 mai publié par l'ancien ministre de Petentik, le professeur Kinké Mulumba. Matata Ponyo a surfacturé à 12 millions de dollars américains au lieu des 3 millions de dollars américains qui comptaient ses projets. L'ancien ministre de Petentik, le professeur Trifon Kikie Mulumba, sort encore d'autres vérités incriminant Matata Ponyo. Je déclare que tous les contrats fibres optiques et autres avaient été signés par mes prédécesseurs et par le ministre des Finances Augustin Matata Ponyo. Et ces projets fibres optiques avaient échoué après sa surfacturation plus de 12 millions de dollars pour l'érection du point d'atterrage de Mwanda quand il n'en fallait que 3 millions. Et après qu'un individu ait retiré en espèces en pleine journée sur simple présentation des permis de conduire 3 millions de dollars de la banque BIAC en faillite et empoché cette somme partagée par la mafia. Le président d'alors, Joseph Kabila, ordonna à Pierre Lumbi au Congo d'ouvrir une enquête criminelle qui aboutit à l'arrestation de 3 des complices jetés aussitôt au cachot au CNS et contraints au remboursement de cette somme volée. Dans le groupe de cette association, des malfaiteurs, des noms: Augustin Matata Ponyo Mapon, un pasteur Daniel Ngoy Mulunda, alors président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, un diplomate étranger, les DG de la SCPT.
L'association pour l'accès à la justice lance sa campagne de sensibilisation sur la nécessité de lever des immunités de personnes citées dans les dossiers de détournement des deniers publics, notamment le dossier gestion fonds Bukanga Lonzo et Covid-19. Monsieur Georges Kapiamba, président de la CAGE, est au micro de Jocelyne Luanga. Maître Georges Kapiamba soutient la levée d'immunité de Matata. Nous pensons que, en tant que républicains, le Premier ministre honoraire, Matata Ponyo, doit coopérer avec la justice, doit éviter de se poser dans cette posture d'attaque contre à la fois les caractères probants, l'authenticité des rapports, parce qu'aujourd'hui, ça va servir à rien. Le rapport a été déjà rédigé par l'IGF, déjà transmis à l'autorité judiciaire compétente. Ça ne sert à rien de s'appesantir sur eux. Ils n'ont plus ces rapports, ils ne peuvent plus les changer. Ce que nous pouvons les conseiller aujourd'hui, c'est lui-même de faciliter même la levée de son immunité. En se disant, il faut que ça aille vite, parce que je voudrais, moi, aller rencontrer les magistrats instructeurs, écouter la notification de ce qu'on me reproche, les refus pour les parlementaires, de lever les immunités dont sont couvertes les personnes suspectées, constituerait un acte de complicité, de trahison à l'égard de la confiance que le peuple place en eux et surtout une participation active à la perpétuation de la misère des Congolaises et Congolais. La CAGE appelle ainsi les bureaux du Sénat et l'Assemblée nationale à prioriser, avant la fin de la session de mars en cours, l'examen des demandes de levée des immunités, leur soumises par le procureur général près la Cour constitutionnelle et le procureur général près la Cour de cassation. Par ailleurs, le président de la CAGE est satisfait du travail abattu par l'UGF. Parlons autre chose à présent, c'est pour la énième fois que le chef de l'État consacre la violation de ses décisions sur le respect des mesures liées à la Covid-19. Images et commentaires. La dernière en date est la violation du couvre-feu à Kolwezi, à l'occasion d'une soirée lui offerte pour la circonstance par les autorités provinciales. Le président de la République bat en pâture toutes les mesures et gestes barrières y afférentes dont le couvre-feu. Nous sommes en train de le violer là, malheureusement. Bon, aujourd'hui vous avez quand même la permission. Vous êtes avec le chef de l'État. Ah oui, ah oui. Les représentants des officiers de l'armée et de la police. Ah oui. Donc, ça va. Ah oui. Vous êtes protégés. Ah oui. Voilà, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. L'image qui a fait de plus sur le tour du monde est vue comme un scandale au plus haut sommet de l'État par certains observateurs qui se posent la question de savoir qui trompe qui. Finalement, au sujet du respect de mesures et gestes barrières dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Rappelons que plusieurs manifestations et rassemblements ne respectent les décisions liées à cet effet. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est accusé de violation de ses décisions sur le respect de mesures liées à la Covid-19 lors de sa tournée aux provinces. Face à cette situation, quelques cadres de la MOCA réagissent au micro de Jocelyne Luanga. Au sein de la MOCA, nous croyons à la force de la prière. Et cette action s'inscrit dans la logique des marches pacifiques, marches populaires que nous avions organisées le 24 avril dernier dans toutes les provinces du pays pour dire non au génocide congolais et surtout témoigner notre amour, notre solidarité à nos frères de l'Est. Surtout en ce moment où, avec cet état de siège décrété par M. Tshilombo, les populations de l'Est se sont réduites au silence. Aujourd'hui, on apprend l'arrivée de l'armée ougandaise.
cette armée qui a massacré en 2000, qui a massacré en 97, on nous l'amène ici. Dans quel contexte, pour faire quoi et pour quelle finalité? Tout ça, nous disons, nous sommes extrêmement préoccupés par ce qui se passe à ce moment au pays. M. Félix Tshisekedi est en train de faire sa campagne électorale au Katanga, en train de promettre de rendre l'université gratuite, en train de violer lui-même les principes qu'il a dictés, notamment les principes liés à la pandémie, à coronavirus. Vous voyez que Félix ne s'en préoccupe pas. Alors pour nous, la Mouka, la question de l'Est est une priorité. Kabila et Museveni. Aujourd'hui, le même système continue. Mais si Chilombo arrive, il fait des accords secrets avec le Rwanda et l'Ouganda pour que leurs armées viennent au Congo et massacrent les Congolais. Nous avons organisé cette messe d'action de grâce pour invoquer, prier, implorer la grâce de Dieu, la colère de Dieu, la méchanceté de Dieu sur ceux-là qui ont trahi le pays, qui ne vivent plus. Notre prière est que la personne qui a trahi meurt, que Dieu les retire de cette surface de la terre, puisqu'on ne doit plus continuer à trahir le Congo. Fin Ramadan à Kinshasa, des violences ont éclaté au stade de Martyrs où devrait se tenir la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Quelques fidèles se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Images et commentaires. Fin de Ramadan à Kinshasa. Cette fête musulmane s'est transformée en affrontement entre deux camps opposés pour le contrôle du stade de Martyrs. La police a ouvert le feu et fait usage des gaz lacrymogènes pour le séparer. Le bilan officiel fait état de la mort d'un policier, 46 policiers blessés, dont 6 dans un état grave. 2 véhicules de la police endommagés. Du côté des civils, 30 personnes interpellées, 8 véhicules brûlés. Suspension du comité de gestion du stade de Martyrs après les événements terribles du jeudi à la session de la fête musulmane de Ramadan. Philippe Mvoupi, commentaire. Suite aux événements malheureux survenus ce jeudi 13 mai 2021 au stade Omnisport de Martyrs ayant troublé l'ordre public et occasionné des destructions matérielles graves et pertes en vies humaines. J'ai l'avantage de vous informer que votre comité est suspendu jusqu'au nouvel ordre à dater de ces jours. L'on peut lire dans une correspondance du ministre de Sport, Chimbo Konde Serge, adressée aux membres du comité de gestion du stade de Martyrs, chapeauté par Yves Kambala. Ces comités, d'après nos sources, seraient accusés d'avoir perçu le frais de location de 2 camps adverses musulmans. Le ministre Patrick Mouyaya, en audience avec Peter Tiani, patron du vrai journal, au menu de leur échange, la dépénalisation du délit de presse. Un geste qui exprime 1000 mots. Un mérite d'un travail acharné, exercé avec brio pendant plusieurs années. Lui, c'est Peter Tiani, patron du vrai journal, le créateur du concept Devoir de mémoire. Victime de la dépénalisation du délit de presse qui lui a coûté un emprisonnement ferme, il était impérieux pour le ministre Patrick Mouyaya de le recevoir d'après son programme sectoriel qui s'inscrit sur la dépénalisation du délit de presse. Reconnaissant sa valeur et sa distinction dans son secteur de tutelle, le nouveau ministre de la Communication et Médias l'a invité dans une audience particulière.
En tête-à-tête, pendant environ 1 heure, les deux interlocuteurs ont échangé sur l'avenir de la presse congolaise qui fait face à beaucoup de problèmes et surtout la question sur la dépénalisation du délit de presse. Étant patron d'une grande maison de presse basée à Kinshasa, Peter Tiani n'a pas manqué de formuler ses recommandations auprès de son ancien collègue devenu aujourd'hui ministre. Des recommandations pertinentes auxquelles Patrick Mouyaya promet de mettre en musique sans handicap. Un fructueux entretien entre ces deux modèles de la jeunesse congolaise n'a pas laissé en suspens la question sur l'encadrement de jeunes journalistes en quête de la performance. Tout est bien qui finit bien. Peter Tiani se mettrait toujours du côté de l'objectivité en menant son combat inscrit sur les valeurs. Suite au massacre perpétré à l'est de la RDC, la plateforme Lamuka, sous la coordination de Adolphe Mouzitou avec Martin Fayoulou, a organisé une messe d'action de grâce en solidarité avec le compatriote de la partie est du pays. C'est vendredi 14 mai à la cathédrale Notre-Dame du Congo dans la commune de Lingwala avec le thème « Non au génocide du peuple congolais ». Témoin de l'événement, Jocelyne Luanga et David. C'est en mémoire de Congolais de l'Est que cette messe d'action de grâce a été organisée. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzitou, coordonnateurs actuels de la Mouka, ont été parmi les participants à cette Eucharistie. Nous avons demandé une messe. Nous demandons à Dieu de fortifier nos frères et sœurs vivant à l'Ituri et dans le Kivu, qui sont victimes de toutes sortes de méchancetés là-bas, des massacres. Et nous pensons que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, va exaucer notre prière de manière à ce que la paix règne dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Au sortir de la messe, Martin Fayoulou, surnommé Aigle, a été ovationné par le public. À présent, l'invité du journal. Suivez. Invité du journal, Mike Mukebaïn Kosso, député provincial de Kinshasa, président de Lingwala. Mike, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Bienvenue. Merci. Matata, IGF. Oui. Matata est revenu. À l'instant au Sénat, lever des immunités. Pendant que nous réalisons cette émission, c'est ce qui se passe au Sénat. J'aimerais d'abord, dans l'opinion, dire une chose. On a tendance ici, lorsque l'IGF ouvre une enquête sur un individu, sur une institution, on a tendance à dire Jules Alingueti. Ce n'est pas Jules Alingueti. Jules n'est que le patron de l'institution. Ce sont des inspecteurs qui travaillent sur le terrain pour compte de l'IGF. Pour compte de l'IGF. Et le plus souvent, avant toute initiative, il y a la validation de la hiérarchie. Donc ce n'est pas qu'il se réveille, il dit, oui, là, j'ai des comptes à régler à Peter. Ça doit être clairement dit. Et surtout sur la question Matata, parce que Matata cherche à en faire une affaire personnelle entre lui et Jules Alingueti. C'est là la question de savoir, oui, monsieur Matata, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas incriminé, vous n'êtes pas accusé. Kitebi non plus ne l'est pas. Tout autant que Moussoungaï ou un autre ministre de votre gouvernement à l'époque. Ok. Mais alors, répondez, monsieur Matata. Quels sont devenus les 285 millions de dollars? Ils sont partis où? En fumée? Les Congolais n'ont pas le droit de savoir ce qu'ils sont devenus, ces 285 millions de dollars sortis des caisses de l'État.
sans résultat. Il n'y a rien. N'ayant devant. Ça, nous avons le droit de savoir. Donc, un peu de modestie, M. Matata, venez répondre sur vos responsabilités. Mais les responsabilités de Matata, elles se dégagent clairement. Il a joué au malin, comme tout détourneur, comme tout celui qui sait qu'il commandite, c'est lui qui pilote intellectuellement, mais qu'il n'a pas de signature. Non, Matata avait une signature. Matata va répondre à 2 titres. D'abord comme ancien Premier ministre, mais aussi comme ministre des Finances. Oh, mais comment ça? Puisque celui qui était en place n'était que délégué. Il n'était que délégué, c'est bien dit. Oui, il était que délégué. Mais aux finances, quand même. Délégué, ça signifie que tous ces actes devaient être validés quelque part. Et quelque part, c'est Matata Pognon. Il va répondre à 2 niveaux. Donc c'est lui le ministre des Finances. Il va répondre du décaissement. Non, il dit qu'il va pas répondre à une justice instrumentalisée. Oui, j'avance. Mais ce que nous apprenons est grave. Les contrats, la convention avec Africom, la société sud-africaine, a été signé en 1 jour, en quelques heures, par 4 ministres. Les ministres sont passés aux aveux. Ils avouent qu'ils n'ont pas eu le temps d'examiner le contrat, que le contrat leur a été présenté, et au téléphone, on a dit, monsieur, tu signes. Le contrat est signé ici. 30 minutes plus tard, un autre ministre le signe. Le même jour. 20 minutes plus tard, et encore un autre. Et le même jour, les 4 ministres ont signé ce contrat. Matata sera très embarrassé face à ces ministres qui vont déposer. Ils déposeront devant lui. Devant lui. Lui, il dit que c'est eux, les ministres, qui sont responsables. Oui, ils sont responsables. Mais lui aussi, il avait la casquette des ministres. C'est lui qui patronnait les finances. À ce titre-là, il répondra à la place de Kitebi. Ça doit être clairement dit. Mais vous allez plus loin, vous creusez, vous vous rendez compte que pendant que Africom est en convention, en contrat avec le gouvernement congolais, au même moment, une autre société est créée, FID Africa. Et vous creusez, vous cherchez FID Africa. Parmi les actionnaires, l'épouse Matata. Parmi les actionnaires, le frère Matata. Et quand vous retracez les virements bancaires de Kinshasa à Djobourg, chez Standard Bank, vous voyez bien que l'argent tombe dans les comptes de Africom, mais que par la suite, les fonds sont virés sur le compte de FID, FID Africa. Vous vous rendez compte? Et donc c'est clair qu'en fait ces fonds sont payés à l'autre entreprise. Et pire, et ça c'est noir sur blanc dans le rapport, noir sur blanc, 8 millions de dollars versés à un fournisseur aux États-Unis pour l'acquisition d'une usine. La responsable, celle qui s'est chargée de Bukanga Lonzo sur le plan technique, sur place, appelle le fournisseur dit, votre hiérarchie à vous m'a demandé d'expédier cette usine en Malaisie. Et elle y est jusqu'à ces jours, cette usine-là, en Malaisie. Elle y est. Le matériel de Bukanga Lonzo, on l'a vu ça à Bukanga Lonzo quand même. Non, ça a été payé par le gouvernement congolais. Mais l'usine n'a jamais atterri à Bukanga Lonzo. L'usine de Bukanga Lonzo, elle a été expédiée en Malaisie. Et quand les enquêteurs fuient, regardent, on se rend compte que chaque fois, chaque année, en Malaisie. 5-6 voyages là en Malaisie. Les liens est établi, non? Les liens est établi clairement. Clairement. Donc l'usine est là. Elle sert dans une... L'usine de Bukanga Lonzo. Ouais. Les éléments... Elle sert dans une rizerie, dans une plantation de riz. Et les riz malaisiens là, qui est produit avec l'argent de Bukanga Lonzo nous est vendu chèrement ici. Vous vous rendez compte un peu? Et nous avons dit, mais M. Matata, ne bombez pas le tos. Si nous creusons, c'est très grave pour vous, M. Matata. Mais puisqu'il s'est entêté, nous avons creusé. Nous nous rendons compte que même la fameuse université Mapon a été construite avec les fonds de l'État. Mike. Ouais. L'université, c'est des dons. BSECO. C'est des dons. BSECO. Mike, Matata vous vous rendez chez BSECO. Matata parlait des dons et des financements de mais des fonds sont sortis, des fonds en millions de dollars, à hauteur à peu près, si je ne m'abuse, de 6 millions de dollars, sont sortis de BSECO
pour financer la construction d'une université appelée à l'époque Université de Kindu. C'est en fait cette université, une fois le bâtiment achevé, qui va se faire appeler Université Mapon. On ne pouvait pas l'appeler ainsi pendant les travaux, puisque en fait des fonds venaient des caisses de l'État. On a présenté ça sous couvert d'Université de Kindu. Et par la suite, mais la traçabilité des fonds est là, chez BSECO. Les montants précis, l'en-bas de l'argent. Oui. Et qui réceptionnait, on le sait, ces fonds-là. On ne va pas commencer ici à faire une inquisition, à citer. Tout ça sorti pour disqualifier un potentiel candidat aux élections présidentielles. Alors moi, je commence à me poser vraiment de questions. Mais c'est ce qui se passe, hein. Vous savez, nous sommes en politique. Quand quelqu'un est accusé, tout de suite la politisation. Est-ce que Matata est un candidat sérieux à l'élection présidentielle? Il a quelles assises? Oui, mais avec ce qu'il a fait au Maniema... Il a quelles assises? Il a quand même, avec ce qu'il a fait au Maniema... Vous pensez que quand vous développez des actions personnelles à vous, certains ouvrages, vous les construisez dans votre province, cela suffit que pour que vous obteniez une stature nationale et que vous alliez à la magistrature suprême, ça aurait été très facile. Parce qu'il n'y a pas de l'acharnement. Ça aurait été très facile. Non, l'acharnement n'y est pas. Une enquête a été menée, des dossiers ont été constitués. Et l'IGF s'en est dessaisi pour s'en remettre à la justice, à Matata de répondre. Mais il doit être à l'aise. À une justice instrumentalisée. Bon, ça c'est lui qui accuse la justice de son pays d'être instrumentalisée, et je le regrette infiniment qu'un ancien Premier ministre traite ainsi la justice de son propre Il en connaît davantage, il a été Premier ministre. Donc il en connaît davantage. Ok, d'accord, donc ça voudrait dire... Parce que c'est un ancien Premier ministre. Oui, donc il a expérimenté cette justice instrumentalisée, il n'a pas réussi à la transformer, donc il n'a pas à s'en plaindre. Si c'est ainsi, comme tu présentes les choses, donc il n'a pas à s'en plaindre. Donc il s'est plaint de ses propres turpitudes. Et les députés, les sénateurs, s'ils ne lèvent pas l'immunité, qu'est-ce qui arrive? À mon point de vue, je crois que j'ai fait un tweet il y a quelques jours. Je dis que le plus important au jour d'aujourd'hui, c'est de continuer à travailler pour qu'il existe, pour créer une véritable opinion publique. C'est un élément majeur dans une démocratie. Longtemps, ici, les choses ont fonctionné sans qu'il y ait d'opinion publique. Elle existe maintenant, cette opinion publique, que beaucoup désignent sous l'expression de clameur publique. Elle est là, la clameur. Celle qui s'est abattue sur Kamere, qui s'abat sur Willy Bakonga. Elle est là. Alors, si les immunités de Matata ne sont pas levées, chose simple, on fait le procès sans Matata, quitte à l'inviter comme témoin, et par la suite, la clameur publique se chargera du reste. Stratégiquement. Donc ouais. Il faut seulement qu'au Kangaman Matata... Non. Vous n'allez pas les laisser. Ces immunités ne sont pas levées. On commence les procès. Ceux qui ne sont pas couverts des immunités, comme Kitebi, répondent. Matata comparaîtra en ce moment-là comme renseignant, comme témoin. Et vous pouvez compter sur les Congolais. La clameur publique va se charger du reste. La donne changera au cours de ce procès. Et peut-être qu'en ce moment-là, le Sénat sera si embarrassé avec toutes les révélations qui vont être portées sur la place publique. C'est l'argent des Congolais, M. Matata. Il faut dire aux Congolais, c'est que vous en avez fait 285 millions de dollars. C'était un projet phare de sa mandature à lui. Phare, le plus grand. Au jour d'aujourd'hui, pas un seul grain de maïs, pas un seul grain de riz. C'est dommage, tout est à l'abandon. Les engins ont été même détournés et vendus à d'autres fermes. Des engins qui étaient là. Sur 285 millions de dollars sortis, vous ne retracez que 80 millions. 205 millions non traçables. Les 80 millions, 40 millions ont servi à l'achat du matériel. 40 millions. Ce qui est enregistré par la voie des douanes. Ça, ce n'est pas l'IGF qui l'a dit. 285 millions, renseignements pris auprès de la douane. Combien de matériel et engrais chimiques avez-vous fait passer ici pour compte de Bukanga Lonzo? Pour 40 millions. Les 40 autres millions ont servi à la mise en place de la station électrique. Donc 205 millions de dollars comme ça parti en fumée. Ce n'est pas normal, les Congolais ont le droit de savoir. Monsieur Matata, en toute modestie, venez répondre. Tu as aussi été proche de lui, hein?
vas être surpris quand il va Moi, si, je vais vous dire, moi, je n'ai pas été individuellement pour de Matata. Moi, j'étais patron d'un journal. On a dit que tu l'as attaqué d'abord pour l'immeuble intelligent. Attendons. Tu as fait des révélations et puis après, il t'a pris près de lui. Non. Vous êtes allé manger, boire aux États-Unis. Non. Quand l'immeuble intelligent est construit, en ce moment-là, mon journal fait déjà ce travail-là avec Matata au niveau de la primature. L'immeuble intelligent est construit pendant que moi je suis même en détention, en tout cas achevé. Ce qu'il y a eu, et que moi j'étais patron d'un journal qui était très lu, les services de la primature m'ont demandé un contrat d'image, c'est que tous les grands médias font. Il n'y avait jamais un rapprochement politiquement, comme les gens cherchent à le faire croire aujourd'hui, que non, il a travaillé avec tel. Non, je n'ai pas travaillé avec tel. Mon média a fait un travail de com, d'image, sur certaines questions, pas sur toute sa politique. Vous regardez les bonnes relations, vous parlez? Bon, aujourd'hui vous parlez, il peut vous appeler, vous moi je n'ai pas gardé de relation. Il n'y avait pas de relation personnelle entre lui et moi. C'était en fait une relation, si je peux dire entre guillemets, d'affaires, un média, un service public, entre nous, un contrat d'image. Par la suite, moi j'ai perdu sa trace, je crois que lui non plus ne pense pas à moi. Je n'ai pas son numéro de téléphone, je ne l'ai pas. Je ne me souviens pas l'avoir appelé depuis l'époque, parce qu'après j'ai connu de ce problème quand je suis sorti de prison. Il m'était plus possible de travailler avec les institutions, les services de l'État. J'avais quelques contrats, DGI, SONAS et ainsi de suite, mais à cause de la ligne de mon journal, tous ces contrats ont été rompus. Tous ces contrats. La pression des Kalev Mouton. Les gens ne savent pas quel prix j'ai payé pour ces combats. Je vais vous citer, je vais vous dire ici, vous pouvez poser la question à quelqu'un qui est encore en vie. Ekofo de la SONAS, c'est l'actuel DG. Lucien Ekofo. Lucien, vous lui posez la question. Lucien Ekofo, à l'époque, grand frère Lucien Ekofo était directeur. Le vrai journal aussi était avec il m'a fait venir quelques semaines. Mais il nous a retiré, ça, c'est pas grave. Je les salue quand même en passant le DG. Quelques semaines après ma sortie de prison, il m'invite, je vais le voir, il dit, Madame la DG m'a dit, si vous voulez continuer à bénéficier de notre contrat, de ce que nous payons à votre journal à titre de contrepartie sur la publicité que vous faites pour nous, changez votre ligne, essayez un peu de l'édulcorer. Je comprends, madame est très embarrassée, nous avions de très bons rapports entre mon journal et la SONAS, qu'elle soit contrainte comme ça de rompre ce contrat, je suis convaincu qu'elle est très embarrassée, mais je comprends toute sa bonne foi, mais ce n'est pas à son niveau que ça se décide. J'accepte que vous me coupez cette publicité, et cette publicité m'a été coupée. D'accord. Donc par la suite, même avec lui, vers la fin de son mandat, ce contrat n'a plus vraiment existé. Tu as subi tout ça. Aujourd'hui, tu es satisfait de ce qui se passe au pays, l'état de droit, tout marche bien. Tu es déçu? Satisfait, je dirais non, parce que nous ne faisons que commencer avec l'Union sacrée. Le cheminement est encore long. Nous avons effectué le premier pas. Comme un enfant qui apprend à marcher, nous venions d'une longue nuit sous le joug kabiliste. Nous avons réussi au moins à ouvrir une perspective, en montrant aux Congolais qu'il est possible, à faire rêver le Congolais. Ça, c'est déjà ça le premier, peut-être le principal acquis. Moi-même, je m'interrogeais si un jour je verrais commencer ce changement. Il commence là, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci. À moi de te remercier de m'avoir invité. Merci beaucoup, Peter Tieni. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur notre site internet www.vraijournal.net. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est terminée. Au revoir.